Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, cette fois on va revenir sur mon top flop de l'année 2025. Donc je vais vous parler de mes meilleures lectures et des moins bonnes lectures que j'ai faites durant cette année. Et donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Je tenais à revenir sur quelques chiffres avant d'entrer dans le vif du sujet. En 2025, j'ai eu 8 coups de cœur et 36 mentions honorables. Donc les mentions honorables, si vous voulez, c'est ce qui est juste en dessous du coup de cœur. C'est vraiment une lecture où c'est que j'ai rien eu à reprocher, mais il manquait un petit quelque chose pour atteindre le stade du coup de cœur. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, dans la catégorie coup de cœur, je n'ai pas beaucoup de livres classés, mais en mention honorable, par contre, j'en ai pas mal. Et en tout, j'ai eu 6 avis mitigés pour 2025. Donc pour commencer avec les coups de cœur, vraiment les livres que j'ai adorés, on va passer à une saga carrément que j'ai relue en 2025 et que ça a été de nouveau un coup de cœur. Il s'agit d'Acotar. Donc là vous avez le tome 1, Un palais d'épines et de roses de Sarah Gilmas aux éditions La Martinière. Voilà, je vous montre le tome 1. Il y a également le tome 2 qui fait partie des coups de cœur, donc Un palais de colère et de brume. Et le tome 3, Un palais de cendres et de ruines. Voilà, donc je reprends le tome 1 en main, ce sera plus pratique. Donc là on a déjà 3 coups de cœur. Alors j'ai aussi relu le tome 3.5, mais celui-ci je ne le classe quand même pas en coup de cœur ni en mention honorable. Je crois qu'il était un peu en dessous, mais ça reste une très bonne lecture. Je ne vais pas vous refaire le résumé d'Acotar, je pense que vous en avez assez entendu parler. Pour ma part, si vous avez suivi ma vidéo, c'est que je reviens sur mon bilan de l'année 2025 et mes objectifs 2026, j'ai parlé d'Acotar. Au cas où, je vous la remets dans le petit i si vous l'avez raté. Mais disons que Acotar c'était mon objectif et c'était justement de la relire, de relire les tomes que j'ai déjà lus en 2025 et de découvrir le tome 4 que je n'avais pas lu en 2025. Donc c'est raté pour 2025. J'ai bien relu tous les tomes que j'avais lus, mais le tome 4, je suis encore en train de le lire. Donc pour le moment, ces 3 tomes sont un coup de cœur. Le tome 4 à voir. Et à Cotard, c'est vrai que quand j'ai découvert la saga à l'époque, il n'y avait pas encore autant d'engouement. Et je me rappelle que quand j'avais lu le tome 1, j'y allais un peu reculons en me disant ouais je sais pas ce que je vais trouver, je sais pas si je vais aimer. Et au final, j'avais adoré ce tome 1. Et lors de ma première lecture, alors ça avait été des coups de cœur jusqu'au tome 3 aussi. Et le tome 1 était le tome que j'avais préféré parce que j'avais vraiment découvert l'univers, j'avais voyagé à travers cet univers. Et j'aurais même dit que l'univers m'avait hanté à l'époque. Suite à cette relecture, le classement des tomes que j'ai préférés a quand même été chamboulé. Parce qu'à l'époque, comme je vous disais, j'aurais classé les tomes, c'est-à-dire le tome 1 aurait été mon préféré, niveau coup de cœur. Ensuite venait le tome 2, voilà, en second. Et en troisième, le tome 3. Voilà, pour le classement de l'époque. Et à l'heure actuelle, si je devais les reclasser, alors mon coup de cœur ultime, je dirais que ça a été le tome 2. Parce que dans le tome 2, il y a quelque chose qui se joue, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais qui est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que la première fois, peut-être que j'étais tellement prise dans l'univers que c'est le tome 1 que j'étais restée focalisée dessus, mais là, par la relecture, je connais l'univers. En fait, que je me rappelais de l'univers, je me rappelais de certains éléments. Donc pour cette relecture, le tome 2 m'a beaucoup plus marqué. Ensuite, je mettrais quand même le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. Parce que le tome 1, voilà, il y a cette découverte de l'univers, il y a d'autres choses qui s'y passent que l'on ne retrouvera plus ensuite. Et un décor particulier, j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le tome 1. Et à la fin même si ça reste quand même un coup de cœur, nous retrouvons le tome 3. Voilà. Mais Akotar, pour moi, ça reste une très bonne découverte. En tout cas, l'arc avec Fer, j'apprécie beaucoup. Maintenant, à voir ce que ça va donner de l'arc avec Nesta, mais en tout cas, pour les 3 premiers tomes d'Akotar, ça reste toujours des énormes coups de cœur. Et pour vous dire, j'avais lu celui-ci, je crois que c'était en 2020, c'était lors de mon premier Pumpkin Autumn Challenge. Je crois 2019 même, je sais plus, 2019-2020. Et là, vous voyez, il y a quand même 5 ans d'écart et le coup de cœur n'a pas changé, c'est toujours une très bonne lecture. J'ai dévoré les livres, j'étais prise dans l'histoire. Et là maintenant, à voir, c'est en 2026, je vous dirais que le tome 4 fait aussi partie de la catégorie coup de cœur. J'ai également adoré Artemisia Shepard, descendante de la Pity. C'est de Christelle Dacruz aux éditions Scrinéo. Donc là, je l'ai eu en e-book, je mets la couverture ici. Et mais quel coup de cœur aussi, c'était une lecture que
qui m'a déjà attirée par son résumé, et quand je l'ai lu, mais ça a été incroyable. Ici en fait on suit Artemisia qui est une jeune femme qui a des pouvoirs de divination qui sont très durs à gérer et très puissants. Pour quand même pouvoir avoir une vie normale, elle prend un traitement pour annihiler, on va dire entre guillemets, son don. Et donc ça lui permet d'avoir une vie normale, mais un jour, pendant la nuit, elle a quand même des visions. Et sa grand-mère va lui dire d'arrêter son traitement parce qu'elle pense que c'est quelque chose d'important. Et là, Artemisia va découvrir l'existence de vampires, de loups-garous et de plein d'autres créatures surnaturelles et se rendre compte que justement, cet univers surnaturel est menacé. Voilà pour le résumé. Et disons que moi, alors déjà ce que j'ai aimé, c'était une histoire captivante que j'ai trouvée, c'était intéressant de découvrir qu'est-ce qui se passait avec ces créatures surnaturelles et qui voulait justement leur faire du mal, entre guillemets. Et justement aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la variété de créatures surnaturelles. Là je me suis régalée entre les plus traditionnels, vampires, loups-garous. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a également de la mythologie grecque et anglo-saxonne. Donc vraiment là je me suis régalée. Il y avait vraiment plein de créatures surnaturelles. Et des créatures qu'on ne voit pas tout le temps. Et c'est ça que j'ai adoré. Et on a une intrigue qui est vraiment immersive, j'ai adoré les personnages, j'ai eu faim en lisant ce livre parce que Artemisia elle est d'origine grecque et sa grand-mère aussi, donc quand la grand-mère leur fait à manger, mais j'allais voir ce que c'était les plats et ça me donnait faim et j'avais envie d'essayer, mais c'était vraiment génial. Et après, bah, bien entendu, on a ce côté mystère avec des péripéties, des rebondissements et comme je vous dis, des personnages attachants et puis on a ce petit groupe vraiment très varié qui va se composer, que ça m'a plu, vous n'imaginez pas à quel point. Et j'ai apprécié les différentes ambiances, c'est-à-dire qu'Artemisia, en temps normal, elle travaille dans une boutique de thé, mais on a aussi où elle habite avec sa grand-mère qui est plus axée dans l'ambiance grecque, et on découvre différents coins de Londres et autres, mais j'ai voyagé, je vous jure, c'était incroyable. Et tous ces mystères que l'on découvre, toutes les autres créatures qu'on va encore rencontrer en chemin, et ce qui rend vraiment l'histoire intéressante, c'est qu'on a des notes d'humour qui sont glissées à travers l'histoire et on a vraiment un dialogue qui est très peps, j'ai envie de dire, que moi en tout cas ça m'a plu. Et aussi, quelque chose que je n'avais pas vu venir, c'est que là, à travers tout ça, on réussit à nous glisser une romance FF que j'ai trouvé vraiment bien amenée. Et après, il faut dire, ça reste quand même une lecture plus pour adolescents, jeunes, adultes en tout cas. Vraiment, c'est adapté pour les ados et ça reste une plume simple et fluide. Mais moi je me suis régalée avec cet univers, j'ai voyagé et comme je vous dis, t'as toutes ces créatures regroupées en un seul livre. Je pense que c'est ça qui m'a plu, cette fraîcheur qu'on retrouve à travers les personnages, cette ambiance, tout m'a plu. Et ça a fini en un énorme coup de cœur, je me suis régalée. Et franchement, comme je vous dis, régalée au niveau des créatures, régalée au niveau de l'histoire, régalée par la pensée au niveau de la nourriture qui est présentée, voilà. Tout m'a plu et je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas pour moi ça a été une vraie bouffée de fraîcheur, un vrai régal. J'ai également adoré Rendez-vous au Café des Anges de Jenny Bleuet aux éditions MVO. Je vous mets la couverture ici car c'est aussi un livre que j'ai lu en numérique. Et ici, alors on est sur une romance historique. Nous sommes en 1943 à Cléry, un petit village français qui est occupé par les Allemands, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Et disons que l'on va suivre Églantine, dont le père était vétérinaire. Lui, il a été mobilisé pour combattre. Et elle a repris, entre guillemets, sa place, comme elle le pouvait. Et un soir, elle a dû se rendre dans une étable pour aider une vache, sauf qu'elle rentre après le couvre-feu imposé par les Allemands. Elle va se faire surprendre et ne va pas être dans une très bonne posture. Heureusement, le nouveau capitaine allemand va la sortir de là et disons qu'entre eux va naître certains sentiments. Églantine va beaucoup douter parce que justement elle ne peut pas tomber amoureuse d'un Allemand, c'est quand même l'ennemi de sa patrie et également son père comme il est sur le front, ça peut être un Allemand qui a tué son père, elle n'a pas de nouvelles, elle ne sait pas, donc vraiment elle a vraiment des doutes sur ses sentiments et elle va lutter contre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour moi c'était un énorme coup de cœur. J'ai découvert la plume de l'autrice avec ce livre justement et j'ai adoré. Alors comment vous dire, déjà
soyez prévenus, dans ce livre, vous retrouverez pas mal de trigger warning. Je ne peux pas tous vous les mentionner parce que voilà, ce serait vous spoiler, mais sachez qu'ils sont disponibles sur mon blog. Tout au fond de la chronique, ils sont tous mentionnés si vous voulez aller voir, mais vraiment, sachez qu'il y en a quand même des très importants qu'il faut connaître avant de se lancer là-dedans. Et alors moi, disons que cette histoire, déjà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé son côté immersif. On est vraiment dans cette ambiance campagnarde avec ces paysages que je voyais, ces contrées, ce petit village. Et ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Et après, on retrouve ces personnages complets et attachants, notamment Églantine et le commandant qui se nomme Ludwig. Donc c'est un plaisir de les suivre et de voir comment ça se passait entre eux. Et ce que j'ai apprécié, c'est que d'un côté on a Églantine qui est débrouillarde et qui essaye de remplacer son père vétérinaire comme elle peut. Et aussi, c'est pas très bien vu, vous pouvez imaginer qu'une femme déjà fasse ça. Et justement, elle pense aller faire des études pour devenir par suite aussi vétérinaire comme son père. Et là, vraiment, c'est encore moins bien vu qu'une femme aille étudier pour devenir vétérinaire. Mais c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez Églantine. Et de l'autre côté, on a Ludwig, qui est capitaine. Et lui, effectivement, étant donné le rôle qu'il a, il doit se faire respecter, il doit jouer un rôle quand il est en tout cas avec les autres soldats allemands. Mais derrière tout ça, on va très vite découvrir que c'est quelqu'un de sensible et attentionné. Comme je vous disais, il y a la romance qui va se mettre en place, qui va se construire gentiment. J'ai bien aimé la manière dont c'est réalisé. Et disons que ce qui m'a beaucoup plu, c'est que là, on est vraiment sur une romance sincère et touchante. Après, bien entendu, on a les doutes d'Églantine qui sont justifiés. Et justement, elle va pas hésiter à en faire part à Ludwig, lui dire « Ben non, je suis désolée, tu es un Allemand, moi je suis une Française, ce ne sera pas bien vu, déjà. » Et justement, elle est tiraillée parce que d'un côté, c'est trahir sa patrie, c'est trahir son père, c'est voilà, c'est beaucoup de choses et ça la tiraille. Mais aussi, Églantine, elle est très réfléchie et très vite, on comprend qu'elle va pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'elle doit aussi aller aider sur le camp des Allemands, notamment aider à aller soigner les chevaux. Et là-bas, elle se rend compte que tous les soldats ne sont pas horribles. Qu'il y en a, que c'est vraiment des gens qui ont été mobilisés et qui n'attendent qu'une chose, c'est que la guerre se termine pour retrouver leur famille. Donc elle sait aussi très bien que, oui, effectivement, c'est l'ennemi, c'est tout ça, c'est tout. Voilà. Mais qu'il ne faut pas mettre non plus tous ces soldats, toutes les personnes qui ont été mobilisées dans le même panier, car certaines le font vraiment avec plaisir et sont contents d'être là et de tuer des gens, mais d'autres attendent vraiment de pouvoir retrouver leur famille. Et c'est d'ailleurs ce qu'un des soldats va lui expliquer, un soldat qui est aux écuries. Il va lui expliquer que lui, il voulait pas faire la guerre, mais il s'est mobilisé au tout début en sachant qu'il aurait un poste moins exposé et du coup il se retrouve aux écuries. Et il a fait ça en fait pas parce qu'il voulait faire la guerre, mais parce qu'il savait qu'il aurait ce poste moins exposé et que en ayant un poste moins exposé, il avait plus de chances de revoir sa famille et de revenir chez lui. Donc c'est là toute la différence. Après, comme je vous dis, Églantine, elle va aussi vivre des moments qui sont très durs, qui vont profondément l'ébranler. Et voilà, après avec Ludwig, il va s'enchaîner plein de choses. Ils vont, voilà, leur amour va se créer, mais il va aussi y avoir des turbulences, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'ai apprécié, mais vraiment tout ce côté réflexion. Après les moments où vraiment le capitaine ne va la forcer à rien, il faut ça aussi se dire ça. Lui, il comprend très bien ses doutes, il est amoureux d'elle, mais il ne va pas la forcer. Mais après tout ce qui va se passer, ça va aussi profondément ébranler le capitaine. Et voilà, c'est ça que j'ai apprécié, tout ce qu'on y trouve là-dedans. On nous montre aussi, c'est pas que la romance. On n'a pas pris le contexte de la Seconde Guerre mondiale pour nous mettre une romance à l'eau de rose là-dedans, non. On nous montre aussi les horreurs qu'il y avait pendant la guerre. Et Églantine, elle va aussi en découvrir certaines. Et c'est ça, ça nous montre vraiment l'horreur de cette époque et c'est ça que j'ai apprécié. Et on a tout ça avec une plume fluide et prenante qui est, comme je vous dis, très immersive au niveau des décors, des paysages, tout ça. J'ai voyagé, je m'y croyais dans ce petit village. Et un élément final que j'ai trouvé vraiment très touchant et qui est tourné sur l'avenir, qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, si vous aimez un peu tout ce qui est romance, mais dans un contexte quand même pas très facile et qui revient sur la Seconde Guerre mondiale, mais pareil, en dénonçant certaines choses qui se déroulent à cette époque, je pense que cette lecture vous plaira. En tout cas, moi, elle m'a profondément ébranlée, j'ai envie de dire, sur certaines choses, mais j'ai aussi beaucoup aimé la romance entre nos deux protagonistes et j'ai passé un agréable moment.
J'ai également eu un gros coup de cœur pour le 3e tome de Belladonna, Wisteria, d'Adalyn Grace aux éditions de Saxus. Alors Belladonna, ce qui a été drôle avec la saga, c'est que j'avais lu le premier tome, alors ça avait été une belle découverte, mais ça n'avait pas non plus été un coup de cœur ni une mention honorable. Le tome 2 que j'ai lu en 2025 a été une mention honorable, j'avais adoré. Et le tome 3 a fini en coup de cœur. Donc voyez la saga comme quoi plus elle avance, plus pour moi elle s'est améliorée, je me suis régalée. Et ce tome 3 franchement a été une excellente découverte. Je vous mets d'ailleurs la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et ici pour faire un résumé du premier tome de Belladonna pour ne pas vous spoiler, on suit Signia qui est une jeune femme qui est orpheline. Elle passe de famille d'accueil en famille d'accueil car justement chaque fois ses tuteurs décèdent. Plus personne ne veut la prendre car on pense qu'elle est maudite et Signia elle a une particularité vraiment spéciale. Alors non seulement elle ne peut pas mourir, mais en plus elle peut voir l'ange de la mort, cet être qui vient récupérer l'âme des défunts. La Signia va aller dans une nouvelle famille, mais justement ce qui s'est manifesté, qui fait partie de sa famille. Et là quand elle arrive, elle va se rendre compte sur place qu'il y a des choses étranges qui se passent. Non seulement la mère de famille est décédée il y a quelque temps, la fille est malade, et Signia, elle va... en plus, elle voit les fantômes. Alors Signia va voir le fantôme de la mère de famille et va comprendre que celle-ci n'est pas morte d'une mort naturelle, que quelqu'un l'a tuée. Et donc, elle comprendrait que quelqu'un veut s'en prendre à sa nouvelle famille et elle va essayer de découvrir qui c'est. Et pour cela, elle va devoir s'allier à l'ange de la mort. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le premier tome. Alors dites-vous, juste pour ce 3e tome, que là je vous ai parlé de Signia, mais, alors les 2 premiers tomes effectivement on suit Signia, mais dans ce 3e tome on suit un autre personnage qui va avoir une romance avec un autre personnage également, que je ne vous ai pas mentionné, et je ne peux pas vous révéler leur nom, car ce serait vous spoiler, notamment si je vous donne un des noms, vous avez un spoil sur le premier tome, et c'est pas le but, alors je dois rester très vague, mais sachez que ça a été un coup de cœur et que pour moi c'est compliqué de pas trop vous en dire, mais quand même de vous dire pourquoi j'ai adoré. Mais je dois rester vraiment très vague pour ne pas vous spoiler, c'est ça qui est un peu compliqué avec ce tome 3. Alors tout ce que je peux vous dire déjà c'est qu'il y a quelques trigger warnings à l'intérieur de ce tome. Pareil, ils sont toujours mentionnés dans mon blog à la fin de la chronique. Et là, alors ce que j'ai apprécié, c'est déjà de découvrir plus en détail l'un des personnages que l'on rencontre dans les autres tomes. Et là, vraiment d'avoir son point de vue. Alors, on voit quand même Signia, qui fera quelques apparitions par-ci par-là dans cette histoire. Et aussi, là, ce qui est agréable, c'est de découvrir l'histoire vraiment de ces 2 nouveaux protagonistes. Et dans les premiers tomes aussi, ce qui change, c'est qu'on est dans une ambiance qui est plutôt sombre, plutôt gothique, un peu, comme j'aimais bien le dire, gothique à Bridgerton. Et là, dans ce tome, c'est tout l'inverse, c'est une ambiance très lumineuse, très douce, très belle. Et j'ai adoré cette transition qui est faite entre les tomes. Et l'intrigue m'a fait voyager, m'a travers différentes contrées. Autant j'ai voyagé dans des décors hivernaux et des décors printaniers. Je me suis régalée, c'était magnifique. J'imaginais ça dans ma tête, je m'y voyais, c'était très très beau. Disons aussi que dans ce tome, la magie a un rôle capital et que sans elle, il n'y aurait pas de romance. Et comme vous pouvez vous en douter, notre romance là qu'on va découvrir à l'intérieur, c'est un Enemies to Lovers qui est très bien mené. On a des pics et des réactions des personnages mais vraiment savoureuses au début et après, gentiment au fil du roman, cela évolue en sentiments. Comme je vous ai dit, pour moi l'intrigue a été vraiment belle, lumineuse. J'ai passé beaucoup de bons moments. Je suis passée à travers énormément d'émotions également. Il y a des péripéties, des révélations qui vont s'enchaîner. Et j'ai apprécié la renarde que l'on retrouve régulièrement dans l'histoire. C'est un animal, l'animal de compagnie de l'un des personnages. Et il y a un lien avec un autre tome, mais je ne vous en dis pas plus, mais j'ai adoré retrouver cet animal de compagnie. Et elle est mignonne, avec un caractère vraiment vif, j'ai trouvé, et intelligent. Et le dénouement final est vraiment poignant. Il m'a ému, vous n'imaginez pas à quel point. Comme je vous dis, la romance, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça m'a fait des papillons dans le ventre. Et là, cette fin, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai été vraiment tout retournée. Et comme ça se termine, effectivement, ça laisse envisager que il pourrait y avoir des suites dans cet univers. Et effectivement, alors quand je l'avais fini,
On n'avait pas encore parlé du tome 3.5 qui est sorti à l'heure actuelle. Et là, quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis dit, ben oui, quand même, on ne pouvait pas nous laisser comme ça. Et j'ai hâte de lire le tome 3.5. Mais en tout cas, sachez que ce tome 3, j'ai vraiment aimé les personnages, l'univers, l'ambiance, tout ce qu'on y retrouve. Je me suis régalée. Et si, comme je vous dis, vous avez envie de découvrir d'abord une ambiance plus gothique à la Bridgerton et après passer à ce côté lumineux, je vous recommande vraiment cette saga, surtout que dans les premiers tomes, on a aussi cette notion d'enquête. Dans ce tome-ci, c'est totalement différent. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est cette différence, ce retournement de situation. Et surtout, d'avoir cet opposé entre eux. Un peu plus gothique, sombre, et la lumière. Et tout ce qu'on y découvre, tout partout où on voyage, c'était vraiment magnifique. Et je me suis régalée. J'ai également passé un excellent moment de lecture avec Le Papillon de Paris, Le rêve d'un misérable de Franzo Pizarro aux éditions L'Alchimiste. Voilà, je montre la couverture. Et franchement, ça a été une lecture incroyable. Alors ici, on est à Paris en 1888. On suit Louis, qui a 10 ans et demi. Et Louis, il est très pauvre. Il fait ce qu'il peut pour survivre. Et surtout, il fait aussi ce qu'il peut pour aider sa mère parce qu'elle est malade et il faut quand même qu'il parvienne à la nourrir, voilà. Donc il fait comme il peut. Et un jour, un incident va l'emmener dans un bar vraiment atypique qui est géré par une tendancière haute en couleur. Là, il va découvrir un autre univers et en même temps, Louis, il a toujours un secret caché au fond de lui. Il adore la danse, mais ça, il faut que personne ne le sache. Voilà. Pour le résumer, donc comme je vous dis, ça a été une très bonne lecture. Alors là aussi, il y a des trigger warnings que je ne peux pas vous mentionner car ce serait vous spoiler certains éléments. Mais franchement, ça a été une lecture vraiment incroyable. Alors j'ai lu différents livres de l'auteur. L'auteur à chaque fois il nous propose des univers vraiment très différents. Là on part dans un contexte plutôt historique. Et je me suis régalée à découvrir ce nouvel univers, ces nouveaux personnages. Et franchement c'était vraiment incroyable. Cette fois, comme je vous disais, ce sera un récit historique qui va mettre en scène un personnage vraiment attachant avec à travers le petit Louis. J'ai apprécié son intelligence, sa générosité et aussi vraiment ses rêves. Et tout ça, j'ai envie de dire, ça vous fait fondre dès le départ ce petit personnage. Louis, il va avoir une évolution très intéressante à travers cette histoire car effectivement, on a cette image un peu de la chenille qui va gentiment se métamorphoser en un magnifique papillon. Et c'est ce qui se passe avec Louis et à travers ce qui va lui arriver dans ce récit. Dans ce livre, l'auteur il va aborder les conditions de vie difficiles de l'époque, surtout pour les personnes défavorisées, mais il va également aborder le thème de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. L'histoire elle est également prenante et notre petit Louis il va rencontrer beaucoup de personnages à la fois atypiques et bienveillants qui vont l'accompagner et l'accueillir surtout sans jugement. La danse, comme vous pouvez vous en douter, à l'époque c'était quelque chose qui était réservé aux filles et c'était mal vu qu'un garçon danse. Louis, c'est donc pour ça qu'il est passionné de danse, mais il s'entraîne et la pratique en secret. Sauf que, en fait, le jour où Madame Arnaud, donc c'est la tenancière de ce bar vraiment atypique, va le découvrir, et ben tout va être chamboulé. Ainsi, un petit aparté que j'ai bien apprécié, c'est qu'à un moment donné, on nous a introduit un personnage réel. Vraiment, un personnage qui a vraiment existé, que l'on reconnaît tout de suite, qu'on identifie tout de suite. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant de nous l'introduire là-dedans et vraiment d'avoir cette référence qui est faite à ce personnage. Bref, ce récit m'a fait vivre une multitude d'émotions et franchement, le dénouement final m'a fait verser des larmes, vous n'imaginez pas. C'était vraiment très émouvant et je ne m'attendais pas à cela. Et en plus, dans le récit, nous avons de magnifiques illustrations qui nous accompagnent tout du long et qui nous permettent de mieux nous représenter à la fois les personnages ou des scènes qui sont décrites. Alors je ne vais pas vous montrer des choses spoilantes, mais voilà la première illustration pour vous donner une idée. C'est tout bonnement magnifique. Et l'histoire de Louis, disons qu'elle m'a profondément marquée, elle m'a émue et j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai découvert à l'intérieur de ce livre. Et mon dernier coup de cœur, ça aura été Lettres d'enchantement, le premier tome, Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Voilà, je montre la couverture qui est magnifique. Et moi donc j'ai la version collector avec le jaspage. Et là, pour faire un résumé, en fait, nous sommes en période de guerre. En fait,
ce sont les divinités, les dieux qui se font la guerre. Et donc pour se faire la guerre, ils recrutent des humains qui vont combattre pour eux. Donc là on va suivre Iris dont le frère est parti au front. Ça a totalement chamboulé sa famille. Iris, pour se changer les idées, elle a trouvé un job dans un journal et elle est en concurrence avec son rival Roman Kitt pour un poste de chroniqueur. Et donc on va dire, voilà, ils se battent pour obtenir ce poste. Et à côté, Iris, pour évacuer tout ça, parce que c'est pas facile non plus dans sa famille, sa mère a complètement sombré depuis le départ de son frère. Eh bien, elle décide d'écrire des lettres à son frère, même si elle sait très bien qu'elles ne lui arriveront pas, et elle les met dans sa penderie. Un jour, elle va se rendre compte qu'elle reçoit une réponse. Les lettres ont disparu, mais celui qui lui répond n'est pas son frère. Et va donc commencer une mystérieuse correspondance entre elle et justement ce mystérieux correspondant. Et nous, de notre côté, on sait très bien qui lui répond. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, gros coup de cœur. Franchement, ce livre, j'y allais aussi un peu reculant en me disant, voilà, tout le monde a apprécié, il a été beaucoup vendu. Et à voir, moi je voulais me faire mon avis et je me disais à voir si moi aussi j'arrive au même stade que les autres. Et franchement, gros coup de cœur. Franchement, j'ai adoré cet univers. Alors, franchement, on a oui, cet univers fantasy, on peut dire, à cause des dieux qui sont mentionnés à l'intérieur. Mais à part cet élément de dieu, on est vraiment sur une ambiance historique un peu. Et c'est ça qui est intéressant car au départ, on, voilà, on n'a pas cette impression un peu de fantasy qui apparaît, et bon, c'est plus dans la deuxième partie qu'on aura vraiment le côté fantasy qui arrive, mais j'ai apprécié l'ambiance, j'ai apprécié le personnage d'Iris qui est vraiment très complet, de voir que justement comment cette guerre l'a impacté, et surtout ce côté épistolaire qui est mené entre, dès le moment où elle commence à recevoir des lettres, et qu'elle se rend compte que sur la première lettre c'est très clairement écrit je ne suis pas votre frère, et qu'elle commence à écrire à cette personne, voilà, ça m'a plu ce côté épistolaire et puis justement, tout ce qui est dit dans ces lettres, il y a des choses très belles qui sont échangées entre Iris et notre correspondant, qui n'est autre que son rival, hein, ça c'est mentionné, donc je ne vous spoile pas. Et de l'autre côté, la narration multiple nous permet aussi de mieux connaître ce fameux rival, Roman Kitt. Roman Kitt, quand il est au journal, ah c'est vraiment des ennemis, hein, Iris et lui, et justement, il a ce rôle qui lui montre en fait qu'il veut tout faire pour avoir le poste et qui est un peu détestable, mais en même temps on comprend quand on le voit chez lui pourquoi est-ce qu'il joue ce rôle et pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et on découvre totalement un autre personnage et c'est ça qui m'a touchée en fait, de voir en fait ce que cache tout ça. Et quand il lui écrit aussi on voit totalement autre chose, il se dévoile, il nous donne des informations sur son passé et c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, dans la deuxième partie, Iris, elle va aller au front. Et là, on va découvrir une toute autre ambiance. On va découvrir comment est-ce qu'on vit à côté du front, comment est-ce que ça se passe sur le champ de bataille, toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est une ambiance plus sombre. Mais là aussi, c'est là qu'on commence à avoir le côté fantasy qui arrive. Et il se passe énormément de choses. Et là aussi, c'est le moment où aussi la romance commence à prendre toute son importance. Je l'ai trouvée très belle. Pareil, j'ai aussi du papillon dans le ventre. Et le dénouement final est à la fois surprenant, mais vraiment très émouvant. Il se passe des choses, mais incroyables. Et comme ça se termine, mais vous avez envie de vous jeter sur le second tome. Et là, vraiment, j'ai hâte de découvrir ce qui va arriver parce que, étant donné cette fin, voilà, je pense que le second tome sera encore plus axé sur le côté un peu fantasy et je suis curieuse de voir comment ça va être amené tout ça et tout ce qu'on va y découvrir. Et après c'est vrai que je vous ai dit oui le côté fantasy, je vous ai dit dans la première partie il n'y a pas vraiment, alors le seul vraiment côté fantasy qu'on peut trouver c'est le fait que les lettres elles voyagent d'une garde-robe à l'autre, comme ça par magie, mais après quand on comprend quel lien il y a et qu'est-ce qui a créé toute cette magie, j'ai aussi trouvé que c'était vraiment intéressant, tout est très bien réalisé, et franchement, je suis vraiment curieuse de découvrir la suite et de voir ce qui va arriver à nos personnages, et comment cette guerre risque aussi de les ébranler. J'avais envie de vous recommander 10 livres, donc pour compléter
mes 8 coups de cœur, j'ai ajouté 2 mentions honorables. Les mentions honorables, je suis déjà revenue sur certaines durant mon calendrier de l'Avent, donc au cas où je vous mets dans le petit i, si vous avez raté les vidéos, j'en reparle, mais je vous en ai parlé de plusieurs lors du calendrier de l'Avent qui ont été de très bonnes lectures, et là je voulais encore en rajouter 2 pour l'occasion. Donc tout d'abord, j'avais envie de revenir sur La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Amour. Je vous montre la couverture qui est magnifique avec superbe jaspage. Et là donc on suit Émile Dupontel, c'est un jeune homme qui est fraîchement diplômé, qui est parti faire un tour d'Europe avant de devoir se fiancer et de justement commencer sa carrière de notaire. Et là, il va arriver dans la petite ville de Dunkelstadt et être attiré par le château de Wolfenschloss. Ce château, on lui dit clairement qu'il ne faut pas s'en approcher, qu'il est maudit, que ses occupantes sont maudites également, qu'il ne faut pas y aller. Mais Émile, il n'en a que faire, il s'y rend. Et là, il va donc rencontrer les occupantes du château, et notamment la fille, Katharina, dont il va tomber vraiment amoureux. Et il va également découvrir ce que réserve ce mystérieux château. Voilà tout ce que je peux vous dire, donc pour moi ça a été une très bonne lecture. Alors je dois vous dire, il y a quelques trigger warnings, je les mentionne également dans ma chronique sur mon blog. Et alors déjà là, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai tout de suite été happée par cette histoire qui mêle à la fois du fantastique, de l'historique, du paranormal et de la romance, et j'ai bien apprécié le mélange entre ces différents genres. La ville de Dunkelstadt, elle m'a vraiment plu, avec son atmosphère mystérieuse, et justement, on se rend très vite compte que les habitants craignent vraiment le château et ses occupants, et c'est vraiment cette ambiance-là dès le départ qui m'a captivée, que je me suis dit, oulala, j'ai envie de savoir ce qui va arriver et quel mystère il y a avec ce fameux château. Bien entendu, comme vous en doutez, Émile ne tient pas compte des mises en garde. Il est attiré par le château de Wolfenschloss. Et là, il va rencontrer donc la comtesse et sa fille. Et c'est un véritable coup de foudre pour la fille Katharina. Et gentiment, une romance qui va s'installer. Et donc, en logeant au château, Émile va découvrir progressivement les secrets et les mystères que cache cette étrange demeure. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette histoire, elle réserve pas mal de surprises. Notamment, il y a des passages frissonnants. Il y a un passage que je pense qui est vraiment un aspect plutôt paranormal, mais qui m'a fait froid dans le dos. Et aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à un moment donné, Émile, il va aussi se faire un allié inattendu. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Et tout ce récit est aussi fait avec une plume qui est à la fois fluide, mais poétique. C'est ce qui m'a transporté dans cet univers. Et le dénouement final est tout simplement captivant, et je dois dire que j'ai quitté avec regret les personnages et cette histoire, l'univers, tout ça. Mais en tout cas, c'était une histoire qui est très courte, mais je me suis régalée et j'ai apprécié tout ce qui est mentionné à l'intérieur, surtout les mystères entourant le château. Et le dernier livre sur lequel j'avais envie de revenir, qui a été une très bonne lecture, et j'ai dû en choisir un parmi la collection, mais il s'agit de Frisson Suisse, Le trésor de la grande Dixence de Clarisse Brouwens aux éditions Ouzo Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Alors effectivement, pour moi, à chaque fois les Frissons Suisses, ce sont tout le temps des mentions honorables, car ce sont des textes qui sont très bien écrits, qui abordent des thèmes d'actualité à chaque fois, et que j'apprécie. Donc là, j'ai dû faire un choix, j'ai décidé de vous reparler de celui-ci, parce que il y en a d'autres que je vous ai reparlé au long de l'année, je me suis dit qu'il fallait un peu inverser les rôles. Mais dans ce tome-ci, alors on retrouve Juliette et sa meilleure amie Louise qui vont découvrir un vieux coffre datant du siècle dernier, et à l'intérieur, ils vont découvrir un message codé qui va les mener à un trésor se trouvant dans le barrage de la Grande Dixence. Sauf que malheureusement, ce trésor, elles ne sont pas les seules à le rechercher. Donc voilà pour le résumé. Donc pareil, là une très bonne lecture, je me suis régalée. On est sur une histoire qui est prenante, qui propose un mystère entre le passé et le présent. Donc quand je vous parle de passé, il faut se dire qu'on revient en 1955 et qu'on rencontre Freddy, qui est l'arrière-grand-père de Juliette et qui travaillait sur le chantier du barrage de la Grande Dixence. Et à contrario, à notre époque, on va retrouver Juliette, donc l'arrière-petite-fille de Freddy, et Louise, son amie, qui vont tenter de percer le mystère du code qu'ils ont retrouvé dans le carnet de celui-ci. Donc dans cette histoire, on a deux protagonistes qui sont vraiment attachantes et qui vont vivre des fins de vacances assez mouvementées, et j'ai apprécié le franc-parler de Juliette. Vraiment, elle a une variété au niveau des surnoms qu'elle va donner à son amie, et tout ce qu'elle lui dit, mais ça m'a plu, j'ai vraiment apprécié, c'est une vraie boule d'énergie, j'ai trouvé.
Et dans ce tome, comme je disais, dans les Frissons Suisses, on aborde toujours différents thèmes. Ici, on va plus se tourner sur le thème du décès d'un proche, qui est mentionné quand même avec justesse. Et on va aussi montrer que cette perte reste douloureuse, malgré les années qui vont passer. L'enquête est également prenante et on va donc se retrouver avec nos deux protagonistes au barrage de la Grande Dixence. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on nous donne des informations sur le barrage et également sur sa construction. Et c'est vraiment aussi des thèmes, des éléments que j'ai trouvé fort intéressants de connaître. Et le dénouement final est vraiment prenant. Et le récit se termine à la fois sur une touche d'excitation, mais également de peine. Et comme d'habitude, pour accompagner le récit, on a de magnifiques illustrations réalistes, colorées, qui nous plongent vraiment dans l'ambiance et dans cette aventure. Et donc ici, comme je vous disais, on voyage entre le passé et le présent. Donc quand on est dans le passé, on a des illustrations noir et blanc. Et quand on arrive sur notre époque, ça repasse à la couleur. Voilà. On repasse à la couleur. Et franchement, comme d'habitude, les petits frissons suisses, ce sont des lectures courtes pour la jeunesse. Mais je trouve qu'elles sont vraiment bien réalisées. Et à chaque fois, j'apprécie le fait qu'on aborde différents thèmes vraiment très importants, je trouve, à l'intérieur. Et maintenant, je vais revenir sur les lectures qui m'ont laissé un goût plus mitigé. Et pour certains, je regrette vraiment, car je pensais vraiment apprécier et au final, ben, ça l'a pas fait. Et la première, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Alors je vous la mets ici, je l'ai lu en numérique et je vous relis le résumé parce que c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, je vais réussir à le prononcer, jeune fille accusée de sorcellerie attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, espionner l'ennemi, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Mais depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières. Par-delà ses haillons et sa tignasse sauvage, peu à peu, la créature maudite s'efface. Du coin de sa cellule émane une lumière, une sorte de grâce pure. Et lorsque le révérend retourne à sa table de travail, l'aide qu'il brûle d'écrire sont pour sa femme, Jeanne, non pour son roi. Chaque soir, ce récit continue. Charles suit Corag à travers les Highlands enneigés, sous les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse, des heures de chevauchée solitaire. Chaque soir, à travers ses lettres, il se rapproche de Corag, la comprend, la regarde enfin et voit que son péché est son innocence et le bûcher qu'il attend le supplice d'un agneau. Voilà, donc c'est une lecture, on l'a fait en lecture commune. Alors il y en a qui ont passé un moment de lecture, il y en a qui ont un avis assez mitigé comme moi, et il y en a qui l'ont abandonné. Donc pour vous dire vraiment que vraiment sur une lecture, on peut avoir plein de retours. Et là, ça a été le cas, donc pour moi, malheureusement, ça a été un avis assez mitigé. Donc déjà, ce que j'ai relevé, c'est que j'avais aimé tout ce qui était le récit, qui était très poétique, la plume poétique entre nature, fait historique et les paysages que l'on nous décrit, donc ça j'avais bien apprécié. Et aussi ce qui m'avait beaucoup plu, c'est les échanges épistolaires entre le révérend et sa femme justement, et tous les changements de point de vue que l'on a au fil de l'histoire. Et j'avais trouvé que c'était quand même une histoire intéressante mais assez simple, et avec un dénouement final prenant. Cependant, ce qui m'a bloqué, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le récit et que j'ai trouvé pas mal de longueur et de répétitions. Et qu'au bout d'un moment aussi, j'ai été perdue avec toutes les transitions qu'on nous propose. Et c'est ça qui a fait que malheureusement, je ressors de cette lecture assez mitigée. Une autre lecture qui m'a laissé un goût mitigé, c'est Les Saisons de la Tempête, le tome 2, Les Saisons du Chaos d'El Cosimano, aux éditions de Saxus. Je vous le mets également ici car je l'avais lu en numérique et pour faire un résumé du tome 1. En fait, on est dans un univers où les saisons sont personnifiées. À chaque fois, la saison qui doit arriver doit tuer la saison en cours pour justement prendre sa place. Et on suit du coup Jacques qui représente l'hiver et qui à chaque fois se fait tuer par Fleur, sauf qu'entre les deux, on va dire il y a une romance qui va naître et c'est totalement interdit. Et on va voir du coup ce qu'il va se passer. Alors dans ce tome 2, tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais contente de revenir dans l'univers parce que j'avais quand même bien apprécié le tome 1, de retrouver les protagonistes. Et là, on se rend vite compte que en fait, il y a des changements et aussi qu'il y a une rébellion qui se met en place suite à ce qui s'est passé à la fin du premier tome. Et dans ce tome également, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on a une mise en avant du personnage de Fleur et aussi de ses pouvoirs.
Et également, il y a des rebondissements, des complots et des retournements de situation. Et on a une narration multiple entre différents personnages. Après, ce que je regrette, c'est qu'on a des personnages secondaires qui n'ont pas été mis assez en avant et que j'aurais apprécié qu'ils soient plus mis étant donné la place qu'ils occupent dans ce second tome. Et j'ai envie de dire, pour moi, le dénouement final, il était vraiment prévisible. Je l'avais vu venir quand même assez tôt. Et pareil, dans ce tome 2, il y avait quand même pas mal de longueur. Alors j'ai envie de dire, c'était bien de nous proposer un tome 2, mais quand je l'ai eu terminé, je me suis vraiment dit que le tome 1 pour moi m'aurait suffi, j'aurais pas eu besoin d'avoir le tome 2 pour compléter. Après voilà, il y avait ce plaisir quand même de retrouver les personnages, tout ça, mais malgré tout l'histoire m'a pas plus hypé que ça et du coup je ressors assez mitigée. Et surtout, c'est pas souvent que je vous dirais ça, mais vraiment, je pense que le tome 1 se serait suffi à lui-même et qu'on n'aurait pas eu besoin de la suite. Une autre lecture qui a été vraiment mitigée et que j'aurais vraiment aimé, apprécié, plus que ça, il s'agit du second tome de The Queen Council, de Plumes et de Flammes de Livia Blackburn aux éditions Hachette Heroes. Je vous le mets ici, je l'avais en papier, mais entre-temps, je m'en suis débarrassée et il est déjà chez un autre lecteur qui, j'espère, l'appréciera mieux que moi. Donc je vous lis le résumé. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldats pour protéger son village. Mais quand Shang arrive avec une invitation à se rendre à la cité impériale, invitation envoyée par l'empereur lui-même, sa vie relativement paisible est complètement bouleversée. D'autant plus que l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône. Avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non cette responsabilité, l'empereur meurt subitement. Dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice, il devient clair que tout le monde n'est pas de son côté. Ses ministres complotent contre elle, et les uns profitent de cette faille au sein du pouvoir. Mais la voix de la reine est là pour aider Mulan à embrasser son destin, afin qu'elle sauve son pays et prouve une fois encore, avec un casque ou une couronne, elle est faite pour régner. Donc oui, là il y avait vraiment tout pour me plaire car on a en fait sur une suite au dessin animé Mulan. Et franchement, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant, surtout de l'avoir endossé ce nouveau rôle d'impératrice et de voir comment ça allait se passer. Et justement, on voit dans l'histoire l'évolution que va suivre notre personnage. D'abord, elle a des doutes et elle commence après à prendre petit à petit confiance en ses décisions. Et là aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on en apprend un peu plus sur les coutumes chinoises et j'ai trouvé ça très intéressant. Et la place qui est accordée aux esprits, ainsi que la place de la femme et son rôle, que j'ai trouvé qui était bien amené dans ce tome, et justement de voir que aussi que certaines choses sont très mal vues, notamment le fait qu'une femme puisse accéder au pouvoir, c'est pas très bien vu, et aussi petit à petit on a ces complots, l'attaque des Huns, et tout ce qui va essayer de se mettre en place pendant que Mulan accède au trône. Et aussi on a la relation entre Mulan et Shang qui va prendre un autre tournant et ça aussi j'ai trouvé que c'était bien réalisé. Et Mulan elle est sans cesse dans le doute de ne pas savoir à qui elle peut faire confiance. Alors pourquoi je n'ai pas aimé, vous allez me dire après tout ça? Eh bien tout simplement car ça a été très long pour moi. Franchement la première moitié du livre a été un vrai supplice. Franchement je lisais et je n'y voyais pas d'intérêt. Alors certes, il y a des choses intéressantes, mais l'histoire ne décollait pas et ça me... Et à un moment donné, j'ai même pensé arrêter, abandonner. Et après, j'ai vite été lire quand même quelques avis sur Livre Addict. Et après, on me disait que la seconde partie serait mieux. Et je me suis dit, allez, persiste et tu verras bien. Et effectivement, la seconde moitié est mieux passée. Mais après aussi, comment vous dire? Et pour moi, il y a ça ne concordait pas aussi avec le dessin animé parce que dans les dessins animés on voit à la fin une Mulan qui est forte, qui a confiance en elle, tout ça, et là on se retrouve avec une Mulan qui n'a pas du tout confiance en elle, tout ça, et pour moi ça concordait pas à ce niveau là, et d'avoir aussi une Mulan qui se laisse marcher dessus, oui ça n'est pas, et je dois vous dire que moi dans ce tome c'est vraiment, j'ai enlevé des points à cause de des longueurs, tout ça, de la première moitié qui était vraiment moins intéressante et que je me suis profondément ennuyée. C'est donc pour ça que ce livre a une note qui est vraiment plus basse, mais qui avait quand même des bons points. Mais ces bons points sont plutôt arrivés
dans la seconde moitié, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très dommage. Une autre lecture qui a vraiment été très mitigée pour moi, il s'agit du 4e tome d'Off Campus, The Goal, d'Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici, je l'ai lu en numérique, et je dois vous dire que c'est le tome que j'ai le moins apprécié. Alors, pour vous dire ici, dans la saga c'est toujours une romance entre un hockeyeur et une fille qu'ils rencontrent sur le campus, et là donc on va être avec Tucker, qui est pour le hockeyeur, et on va dire que la romance se déroule avec Sabrina, qui est une fille qu'on a déjà rencontrée et qui est profondément détestable. Voilà, donc après, là je dois aussi vous mettre en garde, il y a différents trigger warnings dans ce tome, je ne vous les mentionne pas ici, mais tout est dans ma chronique comme d'habitude. Et comme je vous disais, donc c'est le tome que j'ai le moins apprécié. Alors déjà, le tout couple Tucker-Sabrina, c'est deux personnages qui apparaissent peu auparavant, et c'est vrai que d'abord je me disais ça va être intéressant d'en savoir plus sur eux. Et Tucker, alors je trouvais qu'il était assez effacé dans les autres tomes, donc c'est vrai que je me disais que c'était intéressant d'en apprendre plus sur lui. Et Sabrina, on la voyait hautaine et détestable, et je me suis dit, est-ce que mon opinion va changer sur elle en apprenant plus, justement sur ce qu'elle vit, toutes ces choses-là. Alors déjà, une différence qui est faite avec les autres tomes, c'est que le récit débute avec la relation de nos protagonistes qui commencent pas au début de leur tome, mais en fait qui commence déjà dans le tome 3. Mais nous on le sait pas vraiment, on ne le sait pas, il y a quelques éléments qui le laissaient envisager. Et cette romance débute déjà lors du tome 3. Et c'est là qu'on va l'apprendre. Et justement, il y aura des clins d'œil qui seront faits à la situation qui arrive à Dan, dont on a la romance dans le tome 3. Et disons que ce qui m'a plu ici, c'était les moments d'humour, notamment la scène du cours de peinture que j'ai vraiment trouvé très hilarante, qui m'a beaucoup plu. Et je dois dire que j'ai apprécié le personnage de Tucker, qui a un côté très attachant, patient, bienveillant. Mais par contre, je n'ai pas du tout changé d'opinion sur Sabrina. Et je dirais même qu'elle est égoïste et incohérente, et que c'était un personnage agaçant, et qui prétend être intelligent, mais qui change d'avis comme de chemise, et qui va passer une bonne partie de l'histoire dans le déni. Et ça m'a pas du tout plu. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Et disons que ce tome, je trouve qu'il y a un tournant, parce que l'histoire d'amour, j'ai trouvé qu'elle était peu présente, c'est plus des scènes de sexe décrites de manière crue, que dans les autres, il y avait une romance là. La romance, ouais, je l'ai pas vue de la même manière, et j'ai été beaucoup moins emballée par le thème de ce tome, et je suis pas vraiment parvenue à entrer dans l'intrigue. Donc c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup moins apprécié. Et aussi, j'ai pas retrouvé les émotions et les histoires d'amour des autres tomes. Dans les autres tomes, j'ai envie de dire à un moment donné, j'avais quand même des papillons dans le ventre, tout ça. Ben là, ça l'a pas fait. Déjà, le fait que Sabrina, je pouvais pas la blairer, je pense que ça y a joué beaucoup. Et comme je vous dis, Sabrina, pour moi, c'était un personnage qui était vraiment incohérente dans cette histoire. Et que ça allait à contrario, quoi. Tout du long, elle nous dit qu'elle est intelligente, que tout ça, elle fait des grosses études, qu'elle veut faire des hautes études, tout ça. Et tout ce qui les décisions qu'elle prend, je me disais mais ça concorde pas, ça va pas. Et c'est ça qui a fait que ce tome, je ne l'ai pas du tout apprécié. Il me restera le dernier tome qui se passe des années plus tard. Ah, j'espère que celui-ci, je vais l'apprécier, car je reverrai aussi les autres personnages, les autres couples. Mais vraiment, ce tome 4, ça a été une déception pour ma part. J'ai aussi eu un avis assez mitigé sur Les Doigts Coupés d'Anne-Laure Serre, je sais jamais comment on dit, aux éditions Point. Je vous montre la couverture. Et là, disons que l'histoire, c'est qu'on a une paléontologue, Adrienne Sélarié, qui va révéler une sépulture vieille de 35 000 ans. Et là, on se pose la question si elle n'est pas en train de découvrir en fait la première scène de crime de l'humanité. Et ensuite, on revient à l'époque et on rencontre Holly, qui est une femme venue du fond des âges. Et on va voir comment est-ce qu'elle vivait avec sa tribu. Donc ça va être tout pour me plaire, car franchement j'ai bien apprécié les changements entre notre époque et justement l'époque d'Holly. Et le fait que on retrouve en fait la paléontologue, alors on a la découverte de la sépulture, et ensuite on est au communiqué de presse où on informe ce qu'on a retrouvé à l'intérieur et les interprétations qu'on en fait. Et quand on suit Holly, là aussi on va découvrir comment ça se passe dans la tribu, la place qu'a la femme dans sa tribu, le fait que la femme elle ne peut pas faire certaines choses, et Holly, elle n'est pas d'accord avec ça, elle a un aspect assez rebelle, et on va voir aussi la manière dont on punit les femmes, donc attention, il y a des trigger warnings.
Voilà, c'est pareil, tout est mentionné dans ma chronique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, précis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir ce décor d'époque, de voir comment ça se passait dans la tribu, de voir le fait qu'Holly, elle se rebelle, qu'elle n'est pas d'accord avec ça, et la relation qu'a Holly avec d'autres membres de sa tribu. Et ça m'a vraiment plu. Après, ce qui m'a plus déstabilisée, je dirais que quand je me suis engagée là-dedans, je ne pensais pas retrouver autant l'aspect sexuel qui soit mis à ce point en avant. Et disons que ça prend un aspect important. Sur certains points, c'est intéressant parce que Holly, elle fait une découverte qui est capitale, que, on va dire, que elle comprend quelque chose que les, les autres membres de sa tribu n'ont pas compris. Et justement, en essayant de propager cette découverte, elle va se rendre compte que ça va semer la zizanie et que justement se rendre compte de l'horreur que cette découverte peut engendrer. Et comme je vous dis, moi alors je pensais pas que ce serait autant axé sur l'aspect sexuel et justement qu'il y a des choses qui soient autant décrites sur ça. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est la manière de penser d'Holly, qui est beaucoup trop moderne pour son époque. Je ne pense pas que les gens vivant à cette époque-là avaient ces priorités-là, ils pensaient comme ça, justement. On a une manière de penser qui est trop moderne et pour moi ça collait pas avec ce qu'on voulait nous décrire là-dedans. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Et aussi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à la fin, on est sur une idée de changement. Et ça s'arrête comme ça là. C'est un roman qui est très court. Et on s'arrête comme ça sur cette idée de changement. Et j'ai trouvé que c'est dommage qu'on nous montre, ne fasse pas peut-être un saut dans le temps et nous montrer 10 ans plus tard ce que cela va changer, ce que cela va apporter à la tribu d'Holly. Et c'est ça que, voilà, qui m'a laissé assez mitigée avec cette lecture. Parce que déjà, je ne pensais pas retrouver l'aspect sexuel, comme je vous dis, autant présent. Et aussi cette manière de penser trop moderne, qui pour moi, ça m'a vraiment sorti de cette ambiance d'époque et j'ai trouvé que c'était dommage à ce niveau-là. Après, l'autrice expliquait pourquoi est-ce qu'elle elle a décidé de faire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, comme je dis, quand je pense, je voyais autre chose et c'est ça qui a fait que cette lecture a été assez mitigée pour ma part. Et la dernière lecture qui m'a laissé assez mitigée, c'était une BD. Il s'agit de La tombe de Bastian Dédé, Nino Camarata, et c'est adapté de l'œuvre de H.P. Lovecraft. Et c'est aux éditions Les Humanoïdes Associés. Alors, moi j'ai jamais lu de H.P. Lovecraft et je me suis dit, chouette, ils ont adapté une de ses œuvres en BD, donc ça peut être l'occasion de le découvrir. Et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de me lancer dans cette lecture. Alors je vous lis le résumé. L'adaptation fidèle et remarquable d'une nouvelle méconnue de Lovecraft. Gervas, introverti et solitaire, découvre une tombe de granit sur laquelle est inscrite son nom. Il semble être le dernier descendant de la famille Hyde, une famille déchue au passé sombre. Pour tromper l'ennui, le jeune homme se met à fréquenter régulièrement ce mausolée, jusqu'à développer une véritable obsession pour les mystères et les secrets de l'ancienne lignée des Hyde. Voilà. Donc pour moi, oui, comme je dis, ça a été une lecture assez mitigée. Donc déjà, je n'avais jamais lu de Lovecraft, comme je vous disais, et puis au départ, j'étais curieuse de découvrir la BD. Et l'histoire, j'ai trouvé qu'elle nous plonge rapidement dans une ambiance entre rêve et folie. Et j'ai apprécié la plume que l'on retrouve dans les zones de texte des cases de la BD. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était des textes très intéressants, ce qu'on nous décrivait. Et après, on a ce personnage de Gervas Dudley qui développe cette obsession pour le tombeau de la famille Hyde. Et vraiment, c'est un peu macabre, j'ai envie de dire, mais c'était intéressant. Et là, pareil, disons qu'il y a des trigger warnings que j'ai mentionnés dans la chronique, au cas où, si vous voulez aller les consulter. Et cette BD joue, j'ai trouvé, sur la notion de réincarnation, en découvrant l'histoire d'un membre de la famille Hyde, justement, et l'effet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'effet qu'a ce mausolée sur Gervas. Je dirais également que l'aspect morbide et cette impression de flou vont nous suivre jusqu'à la fin. Et pour cette BD, on a aussi des illustrations qui sont vraiment immersives avec des planches qui peuvent se montrer à la fois très sombres au niveau des couleurs ou au contraire proposer une panel beaucoup plus vive et chaleureuse dans les teintes. Donc ça vraiment, c'est très varié au niveau des illustrations et c'est un style particulier. Et un autre point qui est intéressant, c'est que dans la première page de la BD, on va nous mettre un texte qui nous permet de mieux comprendre l'auteur, donc Lovecraft, et ses inspirations, et justement peut-être comprendre dans quelle phase il était au moment où il a écrit ce récit. Après, ce que j'ai moins apprécié dans cette lecture, c'est que je me suis très vite sentie perdue, et que justement j'ai manqué d'éléments pour vraiment sombrer
ou plutôt dire basculer dans la folie, comme je pensais que ce serait le cas avec ce récit. Après, je dois aussi dire que je n'ai pas compris certains éléments qui étaient représentés dans les dessins, je ne savais pas ce qu'ils faisaient là, tout simplement, et ça m'a encore plus perdue. Et je dois dire que la fin m'a laissé assez dubitative dans le sens où je ne sais pas du tout comment l'interpréter, que j'ai dû aller voir des avis pour voir comment est-ce que les gens interprétaient ça, parce que moi franchement je n'avais aucune idée de comment je devais l'interpréter, j'étais encore plus perdue pour le coup. Après, comme je l'ai dit, cette BD m'aura permis de découvrir une œuvre de Lovecraft. Malheureusement, je pense que je ne suis pas le public le plus réceptif pour ce type de récit, mais malgré tout, j'aurais pu lire une de ses œuvres sous forme de BD, et malheureusement pour moi, ça reste une lecture assez mitigée. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures pour l'année 2025, et si vous avez eu des déceptions aussi de votre côté. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji, donc là vous pouvez me mettre une rose, une fleur violette, ou vous pouvez me mettre un loup ou une lune tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, et ça permet à d'autres personnes de la découvrir également. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien, bye bye!